Nous allons à tour de rôle vous poser des questions. Hier, dans votre exposé, vous aviez in fine dit que l'ordonnance qui saisit la juridiction vous a renvoyé devant elle pour des faits de complicité. Et vous êtes allé jusqu'à vouloir dire que toute question qui sortirait de ce cadre-là, vous apprécierez l'opportunité de répondre ou non. Je dois vous rappeler que vous avez un statut à cette barre. Vous êtes accusé comme tous les autres. C'est un rituel et nous vous poserons toute question susceptible d'éclairer la religion du tribunal. Vous n'avez pas un statut spécial, vous êtes accusé au même titre que ceux qui vous ont précédés. Ceci dit, il est vrai que vous êtes renvoyé pour des faits de complicité, d'assassinat, de meurtre, de complicité d'enlèvement, de torture, de séquestration de manifestants, de complicité de coups et blessures volontaires au stade du 28 septembre, de complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers, de l'incendie des magasins et conteneurs et leurs contenus, complicité de vol à main armée, non-assistance à personne en danger, enfin, pour avoir procuré illégalement aux recrues de Kalea des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Alors, nous allons commencer. Je vais commencer par vous demander, la fois dernière, quand vous décliniez votre identité, vous aviez dit que vous étiez économiste, n'est-ce pas? Oui. Quel a été votre parcours universitaire, M. Camara? Merci, merci, monsieur le procureur. D'abord, je voulais juste revenir par rapport à ce que vous venez de dire. Lorsque vous dites que je n'ai pas un statut particulier, ça me frustre parce que je ne l'ai pas montré devant cet auguste tribunal. J'ai été clair pour dire que je suis un officier d'état-major. Lorsque, monsieur le procureur, vous faites allusion par rapport à votre article même, de l'article 19-20, je ne voudrais pas que ça donne une connotation comme si moi j'ai un statut particulier. Je n'ai pas un statut particulier de chef d'État. Je suis là comme un accusé comme tous les autres en ma qualité d'officier d'état-major. Je voulais juste cette précision. Vous ne m'avez pas compris. Excusez-moi, vous ne m'avez pas compris. Ce que j'ai voulu dire, ouais, à l'image de tous les autres qui sont passés avant vous, ouais, qui n'ont pas défini la manière par laquelle nous allons poser de questions, j'ai commencé par vous dire que nous poserons toutes les questions susceptibles d'éclairer la lanterne de la juridiction de jugement. Merci, pas de problème, monsieur le procureur. Et que vous êtes accusé au même titre que tous ceux qui vous ont précédé. Parfait, parfait, monsieur. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Oui. Voilà. N'enlevez pas mes expressions de leur cadre. Merci bien. Allons-y. Alors, monsieur le procureur, je ne voudrais pas faire des commentaires sur mon parcours universitaire. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là.
pas l'objectif pour lequel je suis là. Je vais être très direct. Je ne voudrais pas m'évader. Incorporé au sein des forces armées en 1990. Faites un effort de parler dans le micro. Je dis incorporé au sein des forces armées en 90, de la 21e promotion. Et je pense que ce parcours est largement suffisant, monsieur le procureur, à ma connaissance. Monsieur Camara, Oui. ça allait être le second volet de ma question, mais le tout premier, c'est votre parcours universitaire. J'en ai besoin. Si vous n'entendez pas répondre aussi, le tribunal appréciera. Et je continuerai. Bon, c'est ce que j'ai dit, parcours universitaire. Je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, monsieur le président. Je continue. Monsieur Camara, Oui. je vais répéter encore vos droits pour vous. Vous pouvez dire tout simplement que vous ne voulez pas répondre à cette question, ou bien vous la répondez. Bon, la faculté de Bellevue, le premier degré, deuxième degré, Gamal Abdel Nasser. En 84, Gamal Abdel Nasser. Soutenance finie en 87. Soutenance faite. Donc la vie pratique. C'est tout? C'est tout, monsieur le procureur. Du premier degré, le second degré, parce qu'à notre temps, le premier degré consistait quoi? La première année, la deuxième année, la troisième année. Vous faites la troisième année, vous faites maintenant un concours pour accéder à l'université réelle. Très bien. Et cette époque, vous échouez en troisième année, on vous demandait si vous voulez travailler dans la fonction publique, ainsi de suite. Et ceux qui avaient la chance d'avoir le concours, ils accédaient directement à l'université. Donc c'était un peu notre système. Ce n'est plus comme aujourd'hui, de la première année, deuxième année, troisième année, ainsi de suite. À notre époque, il y avait une différence. Premier degré, deuxième degré, première année, deuxième année, troisième année, vous n'êtes pas considéré comme universitaire. Était seulement considéré universitaire que ceux-là qui avaient obtenu le concours d'admission pour Gamal. C'est pourquoi je parle de premier degré et de deuxième degré. Très bien. En quelle année vous avez intégré les forces armées guinéennes? En 1990. En 1990. Oui. Quel a été votre parcours militaire? Parcours militaire, classe 90, commune de base, au centre d'instruction d'infanterie de Kenya, 92, on est affecté dans les différentes unités, pour ne pas dire dans les différents états-majors, une bonne partie à la douane, la police, la gendarmerie, l'armée de terre. Donc, j'ai eu la chance de rester dans l'armée, dans le groupe de l'armée de terre, parce que c'est ce qui était effectivement ma vocation. Et là, l'armée de terre, on m'envoie l'intendance
service de l'intendance, au grade de caporal. Et c'est d'ailleurs, je ne pourrais pas parler de mon parcours sans rendre hommage au feu général Lansana Conté et au général Baldé Mamadou, qui toute cette promotion doit hommage. C'est à partir de cet instant, cet homme a pris le courage devant le président Feu Lansana Conté. Il dit: je ne veux pas former des officiers criminels. Leur diplôme universitaire, ils n'ont qu'à mettre dans la poche. Ceux-là qui ne voudront pas passer par les écoles, l'université c'est à part, les académies c'est à part. C'est à partir de ce moment, 92, chacun essayait de se battre. Ou personnellement, je me suis choisi deux voies. La première voie, il fallait me préparer pour le concours de Saint-Cyr. Et la deuxième voie, faire le concours d'admission pour les cours allemands. J'ai eu cette chance. Et pendant cette formation de cours, Dieu m'ouvra la porte pour l'Allemagne. Donc, une bourse, je l'ai obtenue pour l'Allemagne. Je suis allé en 1996. Donc, je rentre en Allemagne. Et les cours. Vous y avez fait combien de temps? Pour la première fois, je n'ai fait que 3 ans. D'accord. Il y a une deuxième fois? Voilà, après une deuxième fois. Vous avez fait combien de temps en ce moment aussi? Bon, les 3 ans, ça, bon, c'était l'académie. Après ça, je suis revenu. Quand je suis revenu, je fus nommé intendant adjoint au sein des Nations Unies. C'est de là-bas, comme je parlais tantôt de l'un de mes chefs que je ne vais jamais oublier, le général Bambo, venait de la France. Il m'a proposé au poste de chef de section des essences. Donc 2001, 2002, 2003. Et j'ai jugé nécessaire de repartir encore en Allemagne pour le cours de capitaine cumulativement à la formation parachutiste. Donc 2000, 2004. 2001, 2002, 2003, après l'intendance, voilà, je suis reparti. 2004 et je suis revenu en 2005. Bien. Alors, en 2009, suite au décès du président en fonction, le général Lansana Conté, l'armée a décidé de vous porter à la tête d'une structure qu'on appelle le CNDD, n'est-ce pas? Parfait. Comment et quand est née cette structure-là? C'était bien avant le décès du général ou bien après? Le CNDD? Oui. Le CNDD est né après le décès du feu général Lansana Conté, paix à son âme. Ce n'était pas de son vivant, c'est après sa mort. D'accord. Après sa mort. Parfait. Alors, comment il était structuré? Le CNDD, Le CNDD.
Parce que vous en étiez le président. Ouais. Je me souviens qu'on parlait du secrétaire permanent et autres organes. Comment il était structuré? Le CNDD, c'est ceux-là qui ont pris le pouvoir. Je veux parler de mes collègues officiers qui ont formé, qui ont été constitués comme membres du CNDD. Et c'est les mêmes officiers qui m'ont choisi à la tête du CNDD, en l'occurrence, pour la première fois d'ailleurs, la toute première personne qui m'a annoncé, parmi tous les officiers, c'était le général Mathurin, quand il a fait cette déclaration. Et c'est comme ça que c'est venu la naissance du CNDD, monsieur le procureur. Bien, j'ai compris la naissance. Ouais. Je voudrais savoir quelle était la structure du CNDD. Non, le CNDD, il n'y avait pas une structure en tant que telle. Le CNDD est là, les fondateurs, certains sont ministres, et certains sont des secrétaires à des hautes fonctions. Et c'est d'ailleurs l'administration même qui était le plus important sous mes yeux. Ce n'était pas un CNDD, comme on peut le dire, le CNDD, voilà, les militaires. Non, ce n'était pas ça. Du moment que j'avais déjà constitué, j'avais déjà choisi un Premier ministre charismatique, intellectuel, et je n'avais plus besoin. Moi-même, je n'y partais même plus au conseil de ministres. Je n'avais pas besoin d'appeler le CNDD. Appeler le CNDD, venir faire quoi? J'étais dans un objectif. Mon objectif, c'est ce que j'avais fait au bout de ces 11 mois. Donc, je n'avais pas besoin de dire, bon, les militaires, le CNDD, venez, on a telle réunion. Non. Donc, honnêtement, le CNDD était là uniquement que de nom, parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir avec moi et qui m'ont désigné comme président de la transition, chef de l'État. Sinon, autre structure, dire bon, dans cette structure, c'est comme... Non, cela n'existait pas à ma connaissance. Ma question, en fait, on entendait parler du président du CNDD, du premier vice-président, du deuxième vice-président. Je me rappelle qu'il y avait un certain Moussa Keita, si mes souvenirs sont bons, qui était secrétaire permanent du CNDD. C'est cette structure organisationnelle-là que je voudrais que vous expliquiez au tribunal. Bon, ici, la prise du pouvoir, c'est les officiers qui décident. Monsieur Moussa Dadis Camara, président du CNDD, par suite d'ailleurs d'un vote. Parce que quand je suis revenu pour la deuxième fois, c'est juste à titre d'information, quand j'ai vu le général Mathurin, quand il est venu me saluer, j'ai dit, mais mon général, je n'avais rien compris à cette époque. Moi, j'étais déjà en bas et c'est vous que vous êtes resté à la fenêtre pour me dire, venez. J'ai dit comment les choses sont passées. C'est là où il a dit non. Que puisqu'il y avait une tension entre vous trois, général Toto, paix à son âme, général Sekouba et moi, qu'on a procédé à un vote. C'est au cours de ce vote, là que tu as eu plus de voix. Donc j'étais curieux aussi de savoir. Alors donc, c'est en ce moment, le même jour où le vote a été fait par les officiers qui avaient la situation. Donc, au même moment, ils ont dit, premier vice-président, et général Toto, en tenant compte effectivement aussi du grade, et deuxième vice-président, général Sekouba. Ça s'est passé sans que les gens ne s'asseyent comme ça pour dire que des attributions, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé ce jour. Maintenant,
Et le poste de secrétaire permanent que vous parlez, il fallait au moins avoir une coordination, et s'il y avait des problèmes entre les militaires, et ce poste-là a été créé. Donc, voilà pratiquement. Je passe. Alors, à la prise de pouvoir, vous avez rappelé que c'était sans effusion de sang. Quand vous preniez le pouvoir, il n'y a pas eu une seule goutte de sang versée pour que vous soyez aux commandes. Ici ou bien devant votre bar? Oui. Non, je veux savoir, je ne vous coupe pas, monsieur le procureur. Je voulais juste que vous me dites, dans mes déclarations ici, ou bien quand j'ai pris le pouvoir pour la première fois. Parce que je me rappelle bien. Monsieur Camara, ouais. Vous êtes un peu pressé. Attendez que monsieur le procureur pose la question. Il n'a pas encore fini. Laissez-le poser la question. Parfait, allez-y. Allez-y, monsieur le procureur. À la prise de pouvoir, juste après, vous avez fait des déclarations. Parfait. Maintenant, on est d'accord. Il n'a pas posé encore la question. Soyez patient. Vous avez fait des déclarations. Parmi celles-là, je retiens que vous aviez indiqué à maintes reprises que vous avez pris le pouvoir sans effusion de sang. Parfait. Ensuite, les Guinéens vous ont acclamé. Parfait. Les forces vives de la nation en ont fait autant. Parfait. Les leaders politiques aussi. Parfait. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui a envoyé un hiatus entre vous et les forces vives de la nation? Autrement dit, qu'est-ce qui a été la divergence de vue entre vous et les forces vives de la nation pour que celle-là puisse appeler à un meeting? Qu'est-ce qui a envoyé ça? Merci bien, monsieur le procureur. Vous savez, ce sont des questions comme ça que le peuple de Guinée a besoin, monsieur le procureur. Après tout ça, pourquoi il y a eu quiproquo entre moi et les forces vives? Je reviens, monsieur le procureur. Effectivement, et quand je dis à l'époque, pris du pouvoir sans effusion de sang, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est parce que je suis resté longtemps dans le cœur de ces hommes-là. Ils m'ont vu avec le feu général Lansana Conté. Je veux faire cette précision. Pourquoi il n'y a pas d'abord eu effusion de sang? Ce n'était pas ma force, monsieur le Président. Ce n'est pas la question. Non, je veux aller point par point. Répondez à la question. Voilà. Il y a une seule question qui vous a été posée. Ici, c'est eu égard à ces termes que certains leaders qui étaient là et qui voudraient coûte que coûte, avoir le pouvoir bien avant le feu général Lansana Conté, ces leaders, je veux dire clairement et nettement, le professeur Alpha Condé, c'est ce que les gens ne veulent pas. Puisqu'ils savaient, depuis le temps du feu Ahmed Sékou Touré, jusqu'au feu général Lansana Conté, ils voyaient, et dans des déclarations même, ils disaient qu'un régime, s'il n'y a pas ça, il faut passer par les armes. Donc, voir une jeune équipe qui est là, et avec les conditions qu'ils voulaient,
pour que les élections se fassent, après avoir embobiné toutes les forces vives étaient dans la poche du professeur Alpha ici. Aucun Guinéen ne peut le nier. Alors, il en a profité parce que les objectifs qu'il voulait que moi je fasse, je n'ai pas cette éducation. Je ne pouvais pas, je n'étais pas un homme manipulable. C'est pour cette raison que j'ai été très clair avec monsieur le président ici. Ces forces vives, il en a aussi roulé tous les leaders politiques dans la farine. Même moi. Mais à la seule différence que j'étais aussi intelligent. Cette force vive que vous parlez, monsieur le procureur, quand on parle de force vive, il faut parler de LL, d'Alain Diallo. Il faut parler de M. Sidia. Le professeur Alpha Condé avait mobilisé, avait roulé tous ces leaders politiques dans la farine. Entouré de la société civile. Et d'abord, avec quelle expérience? Il en a vécu avec le feu Ba Mamadou, Père Sona, Feu Sirajo. Et c'était le seul vétéran parmi ces jeunes. Quand il a fini de les embobiner, de leur donner confiance, dans l'esprit de dire, bon, même le jour où ils faisaient leur réunion pour dire, bon voilà, moi, je suis vieux, vous les jeunes, si vous vous laissez faire par ce jeune capitaine-là, c'est votre problème. Moi, j'ai fini mon temps, alors que c'était faux. Et les leaders politiques ont cru à ça. Donc, je reviens à votre question simplement, monsieur le procureur. Voilà. Revenez sur ma question. S'il y a eu incompréhension entre moi et les forces vives, c'est pas le cheminement très rusé, méchant comme je l'ai dit et je réitère, du professeur Alpha, parce que ces objectifs n'ont pas été atteints. Il voulait que dans mon bureau, que je puisse éliminer les autres leaders. Et lui, la voie lui est libre. Il vient, je négocie avec lui. Comme Sekouba l'a fait, je lui donne le pouvoir. Très bien. Donc, il n'a pas voulu. Je suis satisfait. Est-ce que ce n'était pas votre « si je veux, je me présente », « si je veux, je ne me présente pas » qui a occasionné le malentendu entre vous et les forces vives de la nation? Parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir. Vous aviez dit que vous n'étiez candidat à aucune élection, aucun membre du CNDD. Et par la suite, le comportement a dû changer selon les forces vives de la nation et vous avez vous-même dit que personne n'est né militaire et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Si vous voulez, vous ôtez la tenue, vous vous présentez à une élection. Si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là? Merci bien, monsieur le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. Honnêtement, c'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, monsieur le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous, quand nous étions dans la salle. Monsieur Camara, répondez à la question, s'il vous plaît. La question, elle est simple. Monsieur le procureur, par rapport à votre question, je me mets en faux de tous les esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela pour dire c'est parce que le président Dadis voulait se présenter aux élections. Monsieur le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections
comme vous dites que si, ce n'est pas parce que par rapport à mes propos que j'ai tenus. Et je ne vais pas nier, monsieur le procureur. Imaginez, un homme, vous prenez le pouvoir militaire, tu prends le courage de faire venir des barons. Mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la Constitution, mais quand j'ai dit à la population que tous les leaders politiques rentraient, certains étaient fâchés, ils m'ont dit attention, j'allais bloquer la Constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer, parce que je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire et je ne le regrette pas. Parce que j'étais dans l'esprit qu'il y ait la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques. Tout le monde les a vus ici au palais. Monsieur le procureur, chacun passait tour à tour de rôle. Et à un moment donné, ces mêmes leaders essayent de vous talonner. Comme si vous n'étiez pas guinéen. Monsieur le procureur. Et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait, de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, parce qu'il avait fini même, et là, dans un dialogue que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici, et on fait croire à la société civile, non, Dadis, c'est ceci, c'est là. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au stade, mais le professeur Alpha avait des hommes infiltrés. C'est maintenant là que il avait des hommes infiltrés, même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade, où les jeunes sont venus pour poser ma candidature, Monsieur le Président, publiquement. Mais j'ai compris, j'ai été très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. Monsieur Mais ça, Camara, c'était... Monsieur Camara, est-ce que c'est à cause des propos cités par Monsieur le procureur ce n'était pas la cause, qui a eu rupture entre vous et les forces vives? Ce n'était pas la cause, Monsieur le Président, ce n'était pas la cause. Monsieur le procureur, d'autres questions. C'est bon. La cause, elle est... Je continue mon interrogatoire, Monsieur Camara. Merci, Monsieur le Président. Nous allons ainsi momentanément clore nos tours de questionnaire. Monsieur Diakité. Oui, Monsieur le procureur. J'ai été attentif à tout ce que vous avez dit. Merci. Quand Monsieur le Président vous a notifié tous les chefs d'inculpation, oui, les faits pour lesquels vous comparaissez devant la juridiction criminelle, oui, oui, la réponse que vous avez donnée, c'est que vous ne reconnaissez aucun des faits. oui. Vous vous êtes expliqué de long à large. Des questions vous ont été posées. À mon tour, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Ce sont des questions de consolidation que je tire sur un rapport de Human Rights Watch. Oui. Parce que vous avez été formel, que vous êtes venu au stade dans l'unique but de rechercher Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Ne l'ayant pas trouvé, oui, vous avez vu des scènes auxquelles vous aviez été sensible selon vous. Oui, selon moi. Et d'autorité, sans que vous ne receviez une quelconque instruction de qui que ce soit, oui, vous vous êtes employé à tirer les leaders politiques
de cette situation-là. Oui. Alors, ces mêmes leaders Oui. ont été rencontrés par Human Rights Watch Oui. et ils ont fait des déclarations. Oui, d'accord. Au prime abord, Oui. parlant des agressions des chefs de l'opposition par la garde présidentielle, à la page 43, Oui. il est dit ceci. Alors que les soldats de la garde présidentielle s'en prenaient aux sympathisants de l'opposition sur le terrain central du stade principal, leurs commandants se sont mis à la recherche des principaux dirigeants de l'opposition qui étaient restés sur la tribune principale avec de nombreux autres membres haut placés du parti. Un des gardes de corps de Cellou Dalein Diallo, un dirigeant de l'opposition, a raconté à Human Rights Watch avoir vu un groupe de soldats de la garde présidentielle conduit par le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité et l'adjoint de Toumba. Le second, le lieutenant Marcel, se dirigeait tout droit vers les chefs de l'opposition. Ce témoin a aussi vu avec le groupe 2 autres membres de la garde présidentielle qu'il a identifiés comme étant Sankaran et Kareka, soldats qui, selon lui, travaillaient parfois comme chauffeurs pour Dadis Camara. Quel commentaire faites-vous à ce que je viens de lire là? Oui. C'est ce que j'ai expliqué, tel que, effectivement, j'ai dit tout devant tout le monde que j'étais au stade. J'ai dit également que, d'abord, je n'étais pas avec les gens, certainement certains, comme ils l'ont déjà fait, ils les ont agressés. Mais, sauf que moi, je me suis opposé pour dire, venez vers moi. C'était ma parole. Mais ils ont été pris, en surprise. Hein? Non, ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Donc, ils sont surpris. Ils n'ont pas... Maintenant, c'est aujourd'hui, il a certainement, à travers Dieu, a voulu qu'on donne des explications, qu'il va faire la part des choses. Mais ce que moi j'ai expliqué, je ne peux pas dire... Ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. S'il était présent, ce qu'il a vu, il a dit ça. Mais sauf que moi, mon comportement, et comment je suis venu, je veux que aussi ils comprennent à partir d'aujourd'hui que Toumba était comme ça. Vous savez bien que vous étiez connu quand même des Guinéens. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens, c'est ça? D'accord. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens. Alors, plusieurs témoins interrogés ont déclaré avoir aperçu Toumba sur les lieux de violence. Certains d'entre eux l'ont même vu frapper des manifestants et parfois même tirer sur des personnes dans les tribunes couvertes. Toumba est une personne connue en Guinée car il accompagne régulièrement Dadis Camara lors de ses participations publiques. Voilà. Je n'ai pas fini, qui pour la plupart sont photographiées et transmises sur les chaînes de télévision publiques. Plusieurs témoins ont affirmé que Toumba était facilement reconnaissable à la façon particulière dont il porte son béret rouge bien enfoncé sur sa tête comme un bonnet de laine ordinaire. Une coiffeuse de 29 ans a raconté qu'elle s'était retrouvée face à Toumba alors qu'elle se dirigeait vers les tribunes en tirant dans sa direction. Je vous ai dit que vous étiez connu parce que vous accompagnez le président Moussa Dadis Camara à plusieurs de ses réunions publiques ou à plusieurs rassemblements. Donc, votre physionomie, la façon par laquelle vous apparaissiez, n'était pas méconnue des Guinéens. Et c'est justement une des Guinéennes qui a fait cette déclaration qui dit qu'elle vous a vu en tirant vers sa direction. Voilà. Ce que moi je souhaite, oui, en toute sincérité, tous ceux qui racontent là devant Dieu, moi je les pardonne. Ce n'est pas eux que je vais demander pardon.
moi je les pardonne. Cette déclaration-là n'est pas vraie. N'est pas vrai, mais je les pardonne également. D'accord. Devant Dieu. Ensuite, une autre femme de 47 ans a décrit la façon dont elle a été frappée par Toumba peu après que ce dernier soit arrivé dans les tribunes couvertes. Allah. C'est à la page 44. Vos avocats peuvent consulter. Elle dit ceci. Toumba lui-même m'a frappé. C'est arrivé dans la zone couverte lorsque nous avons essayé de partir. Il est venu vers moi et dit, où est Dalin? Allah Akbar. Nous allons le tuer aujourd'hui. Allah. Où sont vos gens? Allah Akbar. Il m'a frappé sur le visage à plusieurs reprises avec sa main. Tout en me battant, il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es une vieille. Pourquoi es-tu venu? Hein? Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais elle l'a reconnu à partir de la télévision. Personne ne l'arrêta. Tchebro était là et vu ce qui se passait et a vu ce qui se passait. Il ne l'a pas empêché. Après cela, mon mari m'a amené hors du stade. Nous avons quitté rapidement avant que nos leaders ne soient battus. Cette autre femme aussi ne dit pas la vérité. Ce n'est pas une vérité. Je veux que, puisqu'il s'agit des leaders, hein, Oui. c'est-à-dire les leaders eux-mêmes, ils n'ont qu'à, ici, parce que c'est très important. Il ne faut pas que quelqu'un te sauve et puis tu t'assois, tu vois les gens en train de dire les contre-vérités. Non, non, je ne suis pas là encore. Voilà. On en viendra sur la partie Donc, des leaders. voilà. Vous Merci. avez été Donc, méthodique, c'est pas- je vais c'est l'être pas- aussi. Voilà, donc, c'est pas vrai. Cette autre femme ne dit pas la c'est vérité. pas vrai. Très bien. Alors, j'en viens aux leaders politiques. Ouais. À une femme qui a fait une déclaration aussi, une dirigeante de l'opposition, ça c'est à la page 45, elle dit ceci. Toumba menait les militaires dans les tribunes vers les leaders. C'est lui-même qui avait frappé le leader de l'opposition, Selou Diallo. Toumba était coiffé d'un béret rouge et avait accroché des fétiches à sa tête. Et oui, je lis ce qui écrit M. Diakité. Et il était en uniforme militaire. Toumba était entré dans le stand avec environ 50 bérets rouges. Il était parti immédiatement vers Selou Diallo et l'a frappé à la tête avec son fusil. Puis, le frappa encore sur les côtes. Selou Diallo est tombé et j'ai pensé qu'il était mort. Lorsque Toumba a vu Selou tomber, je crois que Toumba avait également pensé qu'il l'avait tué. Lui et d'autres commencèrent à frapper François Fall. J'ai crié. Ils ont tué les leaders. Un béret rouge avait brandi son arme devant moi et m'a frappé à la tête. Puis, d'autres me frappaient dans les reins et les jambes. Puis un autre béret rouge m'avait poignardé à la main et à la poitrine. Un seul m'avait poignardé, le reste me frappait. Cette déclaration également est très fausse, M. Diakité. Elle est fausse. D'accord. Est-ce que parmi les leaders politiques que vous avez envoyés à la clinique Ambroise Paré, il y avait Mouktar Diallo? Ah, je crois, Moutard, certainement, il devrait être dedans. Certainement. Hein? Certainement. Bien. Certainement. Alors, voici ce que lui il dit. Mouktar Diallo, un jeune chef de l'opposition également présent sur le podium, a décrit en termes similaires l'offensive de Toumba à Human Rights Watch. Il dit ceci. Nous sommes restés sur le podium. Les militaires venaient vers nous. Toumba était devant, dirigeant les bérets rouges. Et il était avec Marcel, son adjoint.
qui a joué un grand rôle. Il y avait beaucoup de bérets rouges partout. Mais le groupe qui était venu vers nous était de 20. Ils criaient, voilà les leaders. Ils sont venus en courant vers nous. Toumba, à leur tête, a dit, venez à nous. Nous sommes allés vers eux. Ils disaient des choses terribles, qu'ils allaient nous tuer, qu'ils nous mangeront et que nous étions des salauds. Et ils nous frappaient avec les fusils et des coups de pied. Cellou Diallo a été le dernier à quitter le podium et il a été battu jusqu'à ce qu'il arrive sur la pelouse. Nous avons pensé qu'il était mort. Nous qui étions les 3 autres dirigeants de l'opposition, nous nous sommes tenus les uns les autres pour nous protéger. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Mokhtar Diallo, qui était... J'ai expliqué ici comment les gens, comment étaient là-bas. Ce qu'ils racontent, moi je vous ai dit, je suis rentré leur dire, venez vers moi. Maintenant là-bas, et qui est qui là-bas? Moi j'ai expliqué comment, et ils ont été pris par surprise, donc ils ne peuvent pas distinguer. Ils ont vu Toumba, moi je suis connu. Ils ont vu Toumba. Pour eux, ils ne peuvent pas savoir. Ils ont raison d'expliquer comme ça. Pour dire effectivement, Toumba est venu, il a dit venez vers moi, c'est vrai. Mais quelle a été la suite? La suite, la suite, il l'a décrite. Oui, c'est que vous avez donné des coups. Non. C'est ce qu'il dit. Je le pardonne. Lui-même, je le pardonne devant Dieu. Je le pardonne. Devant Dieu. Parce que c'est moi. Comment je peux donner coup? J'ai donné les coups aux militaires. J'ai joué des coups. Je les ai fait fuir. S'il était en tout cas parmi ceux qui étaient avec moi dans le véhicule, franchement, il doit dire la vérité. Je ne suis venu avec personne. Je ne commandais personne. C'est ce que je veux aujourd'hui faire comprendre la Guinée. Mais je suis seul contre tout le monde là. La Guinée dit non qu'à comprendre la vérité. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Je n'ai pas commandé quelqu'un là-bas. Voici celui qui l'a fait, le président Dadis, avec ses proches. Monsieur Diakité, voilà. Monsieur Dadis viendra à cette barre également. Non, parce que vous avez le même statut. Vous êtes tous accusés devant cette juridiction-là. Il viendra aussi, tel que les faits vous ont été notifiés, les faits lui seront notifiés et les réponses qu'il donnera, vous serez là. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. C'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit que c'est vous qui avez sauvé ces leaders-là. Et parmi eux, il y avait Mokhtar Diallo. Je vous lis certains passages. Des déclarations de M. Mokhtar Diallo. Voilà. Mokhtar Diallo, tout ce qu'il dit, il parle au pluriel. Hein. Singulièrement, il a parlé qu'il a vu Toumba venir vers nous. Et je l'ai expliqué ici. Mais il parle au pluriel. Et le pluriel là, c'est ce que j'ai détaillé. J'ai détaillé pour que vous compreniez comment était le terrain. Parce que, monsieur le procureur, un dol pénal mal organisé équivaudrait à un crime. C'est pourquoi je m'efforce pour vous faire comprendre. Il parle au pluriel. Tous ceux qui sont passés parlaient au nom encore de Toumba. Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Si quelque chose m'arrive dans ce procès, je ne pardonne pas devant Dieu. Je m'efforce pour faire parler. Mokhtar parle, il a été quelqu'un qui est pris en surprise, ne comprenant pas. Tout le monde effectivement voit Toumba derrière le président. On a vu Toumba au stade. Maintenant, voici Toumba. Ce que j'ai fait, d'autres leaders en ont expliqué texte. Ce que moi j'ai fait, je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'automatisme de comprendre la situation.
Maintenant, moi, c'est ce que j'explique, que ces hommes-là n'étaient pas commandés par moi. Celui avec qui je suis sorti, vous pouvez le demander. Formo. Je suis sorti seul. Le président même a dit, il n'a pas donné l'ordre. Il m'a empêché. C'est ce que je suis en train de faire. Le pluriel dont vous vous employez là ne relève pas de moi. D'accord. Yann de prenez comme ça. Je le prends comme ça. Je continue. Oui. Vous avez dit que quand vous avez pris ces leaders politiques pour les faire sortir du stade, vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait ou qu'on tentait de violer? Non, vous maintenez? J'ai parlé, non, tout de suite, j'ai parlé, j'ai dit, dans l'annexe, quand on sortait, de l'autre côté, j'ai vu une femme qu'on traînait au sol. Oui, qu'on traînait. Vous avez même précisé qu'elle était nue. Nue. Voilà, comme ça, on la traînait là-bas. Donc, mais on n'était pas en train de la violer, n'est-ce pas? Non, non, non. Très bien. Je n'ai pas vu. Est-ce que ces scènes de viol-là, vous ne les avez pas vues? Non, je n'ai pas vu, monsieur le procureur, devant Allah. D'accord. Sauf que, à la page 66, il est indiqué ceci. Le commandant de la garde présidentielle au moment des faits, le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, et le ministre d'État chargé de la lutte contre le trafic de drogue et contre le grand banditisme, le capitaine de gendarmerie Thiebro Camara, ont été vus sur les scènes de viol par de nombreux témoins interrogés par Human Rights Watch. Cependant, d'après les témoins et les victimes, ni l'un ni l'autre, ni aucun membre de la garde présidentielle n'a pris la mesure concrète pour mettre un terme aux violences sexuelles. Voilà. Vous dites que vous n'avez pas vu des scènes de viol. Je n'ai pas vu. Maintenant, ici, des témoins. Ici, monsieur Excusez-moi. D'accord. Pour qu'on se comprenne. D'accord. Vous allez écouter quand je parle et j'en ferai autant. Merci. D'accord? On est d'accord. Voilà. C'est vous qui avez dit que vous n'avez vu qu'une femme qu'on traînait, qui était à moitié nue. Oui. Et que, quand j'ai posé la question, vous avez été formel que vous n'avez vu aucune scène de viol. Oui. Il y a pourtant des témoins qui disent vous avoir vu, et vous et M. Thiebro, pendant qu'on était en train de se livrer à ces scènes-là. Ni vous, ni M. Thiebro, ni aucun membre de la garde présidentielle n'avait empêché ces scènes de viol. Ok, c'est ce que je vais vous dire. Je peux parler maintenant? Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le procureur. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire comprendre ici, c'est vous qui êtes l'empereur de la poursuite. C'est vous qui êtes là pour mettre main sur les coupables même. On vous a expliqué la situation. Vous avez su ceux qui ont réussi l'ordre de sortir. Et c'est par coïncidence. Et celui par coïncidence et qui s'est comporté comme sauveur. Dans l'armée, vous, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'ordre vraiment de partir au stade, c'est eux qui en ont responsable et celui qui a donné l'ordre. Mais en toute sincérité, je me suis efforcé pour faire comprendre. Je n'ai aucune connaissance de cause d'abord sur ce qui s'est passé ces jours. Ça, c'est de la vérité. Sincèrement. Parce qu'on ne peut pas me faire parler, me faire des exercices comme si ma présence, il y a une connaissance de cause. J'ai expliqué depuis en amont. C'est que je veux que le ministère public comprenne. Donc, je n'ai aucune connaissance de cause dans ça. Maintenant, ceux qui ont témoigné comme témoins, je suis en train aujourd'hui de leur faire comprendre la vérité. Parce que dans tous les cas, nous tous, nous allons mourir. Mais il ne faut pas que ça dit qu'ils accusent quelqu'un, ce qu'il n'a pas fait, et que le ministère public aussi se trompe de cible. Le ministère public ne se trompe pas de cible.